Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse, des débats et puis des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, d'abord, je vous propose de revoir une séquence aujourd'hui sur un sujet qui vous touche peut-être, les animaux qui s'invitent au bureau. En France, une personne sur deux possède au moins un animal de compagnie. Certaines entreprises ont alors décidé d'accepter que leurs collaborateurs les emmènent au boulot. C'est le cas de Purina. Encore mieux, la pratique améliorerait la qualité de vie au travail de tous les salariés. Dans le cercle RH, peut-on réussir à la fois son couple et sa carrière, concilier couple et travail tout en étant égaux? En voilà un défi qui s'impose aujourd'hui à de nombreux ménages. Les questions sont multiples, charge de travail, horaires décalés, conflits de valeurs. L'autre comprend-il vraiment ce que je fais? Réponse en deuxième partie d'émission. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, quel suivi de carrière pour les travailleurs à domicile, l'isolement lié à l'indépendance ou encore le caractère non professionnel des employeurs, autant de sujets qu'essaye aujourd'hui d'adresser la nouvelle plateforme de professionnalisation du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, l'Hyperia. Ça, ce sera en dernière partie d'émission. Et on commence comme promis par Bien dans son job. C'est parti. Alors vous êtes plutôt chien ou plutôt chat? Autoriser vos salariés à venir travailler avec leurs animaux de compagnie aurait des effets bénéfiques sur la performance de vos équipes, mais aussi sur leur bien-être. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Clémence Gautherin, directrice communication et RSE chez Purina France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job, merci beaucoup d'être avec nous. Purina France, acteur de l'alimentation pour animaux. On voit tout de suite déjà le petit lien avec Exactement. le sujet. Clémence Gautherin, actuellement, quel est l'état de la pratique du Pets at Work, c'est comme ça qu'on dit. C'est vrai qu'on l'a dit plus courante aux États-Unis, mais ça y est, la France commence à s'y mettre. Alors tout à fait, donc pour tout vous dire, nous chez Purina, on a vraiment été les pionniers de cette pratique en France, mais aussi en Europe, puisqu'on a lancé une alliance Pets at Work, justement pour créer cet écosystème d'entreprises pet-friendly. Donc aujourd'hui, on en a 200 au niveau européen, on en a une vingtaine, et ça va quand même de la collectivité, l'hôpital, la start-up et la PME. On sent que ça continue de s'accélérer, et il y a sans doute aussi des entreprises qui le permettent sans pour autant être membres de l'Alliance. Et nous, notre but, c'est vraiment de les accompagner, de leur donner tous les conseils pour faire en sorte que cette cohabitation se fasse du mieux possible. On va en parler justement de cohabitation entre salariés, collaborateurs et animaux de travail. Vous, ça fait combien de temps que ça a été mis en place chez Purina? Alors chez Purina, ça a commencé très tôt, mais de façon plutôt marginale. Et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus d'animaux de compagnie. Donc on s'est dit qu'à partir de 2014, on allait vraiment encadrer la démarche avec un code de bonne conduite pour les possesseurs et ensuite tout un parcours réfléchi au sein de l'entreprise. Donc là, on est quand même à 30 animaux autorisés, ne serait-ce que chez Purina. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Comment ça se passe? Alors, comment ça se discute, la possibilité d'amener son animal au travail? Est-ce que ça passe par un accord? Voilà, vous qui l'avez fait, comment ça marche? Comment on fait? Alors, l'important, c'est d'avoir l'adhésion du collectif. Donc, très souvent, c'est la directrice des ressources humaines qui va prendre à bras-le-corps ce sujet, parce que ça reste une démarche de politique interne. Et justement, dans notre guide, on montre à quel point il faut avoir l'adhésion de son bailleur, ne pas l'oublier, de sa direction et de tous les collaborateurs, parce que vraiment, il faut que ça fédère un maximum, mais très souvent, c'est pris par la DRH comme sujet. Et est-ce que justement, c'est une question à prendre en compte, est-ce que c'est pris justement au sérieux par les DRH aujourd'hui, cette question-là, d'amener ces animaux au travail? Tout à fait, parce que si vous voulez que cette démarche, elle se fasse dans le respect de chacun et surtout qu'on soit dans une cohabitation harmonieuse où on n'est que du positif, il faut le prendre au sérieux pour le bien-être de vos collaborateurs, mais aussi des animaux de compagnie. Il ne faut pas l'oublier. On ne fait pas venir son chien sur son lieu de travail si on n'a pas l'environnement adapté. Donc, par exemple, pour tout vous dire, nous, chez Purina, les animaux, enfin, on va parler des chiens plutôt de compagnie, ce sont vraiment des collaborateurs à part entière. Ils ont un badge à l'entrée pour indiquer qu'ils sont présents. On a un parcours qui leur est dédié. Il y a vraiment tout qui est mis en place pour eux.
Quels seraient les avantages? C'est vrai que j'ai parlé de performance, mais ce n'est pas vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais j'ai lu des études qui disaient que ça pouvait améliorer la performance des collaborateurs. Mais si on parle juste du bien-être au travail déjà, voilà, quels seraient les avantages connus, reconnus, peut-être prouvés de cette expérience-là d'amener ces animaux au travail? Tout à fait. Alors, avec Purina, on a fait une étude avec Ipsos justement pour prouver et promouvoir ces bienfaits. Donc, je ne vous délivrerai pas tous les chiffres, mais si on peut en prendre 2-3 assez significatifs, on a quand même 38% des possesseurs qui nous disent que ça permet de créer une atmosphère beaucoup plus détendue au travail. Et pour 37%, ça permet de réduire le stress au travail. Donc, ce n'est pas négligeable, surtout à l'heure où on a besoin de recréer du lien social sur son lieu de travail et d'améliorer l'attractivité d'une entreprise. Et puis après, je le pense même au niveau de l'entreprise. On est convaincu que c'est un véritable atout pour convaincre et attirer de futurs talents. Et donc là, on a fait dans cette étude, on s'est intéressé plus particulièrement à ce que pensaient les millennials. Et ils sont quand même 36% à nous dire que ça améliore l'image d'une entreprise. Et que donc les millennials sensibles à cette pratique. Exactement, et que ça devient un critère de choix pour eux à l'heure de déterminer, de départager 2 entreprises entre elles. C'était logique de le mettre en place chez Purina. C'est vrai que la logique semble toute faite. Pour les autres entreprises, comment les amener à mettre en place cette pratique pour qui le lien serait un peu moins facile à faire? Alors, très souvent on dit, le Pets at Work, le tester, c'est l'adopter, ne serait-ce que par ouvrir une journée où on permet aux collaborateurs de venir avec leur animal de compagnie. Et là, tout de suite, on sent les bienfaits. Je vais vous donner un exemple qui est très propre donc, à notre groupe Purina et Nestlé. On a la DRH de Nespresso qui a justement, en voyant tout ce qui se passait chez Purina, que les animaux étaient permis, d'entendre les retours assez positifs, pas que des possesseurs, mais aussi des autres collaborateurs. Sur tous les salariés. Il est sur tous. Elle s'est dit, il y a quelque chose à faire, et donc elle l'a mis en place à l'étage de Nespresso. Donc on est ravis aujourd'hui de les compter comme entreprise Pets at Work. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Une petite question avant de se quitter. Il y a des animaux plus adaptés à la vie de bureau. Vous parliez du chien tout à l'heure, il y en a d'autres? Alors nous, avec le Pets at Work, on a fait le choix de se concentrer sur les chiens parce que de nature, ce sont des animaux plus affectueux et plus sociables. Et donc c'est beaucoup plus simple de les amener au bureau. Après, bien évidemment, chacun le fait dans le respect de son animal et des autres. Merci beaucoup Clémence Gautrin d'être venue nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Job, nous avoir parlé de cette pratique. Je rappelle, vous êtes la directrice communication et RSE chez Purina France. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est le Cercle RH. Réussir à la fois son couple et sa carrière, cela demande du travail. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos 2 invités. L'un d'eux s'est penché sur le sujet dans un livre. Antoine de Gabrielli publie « S'émanciper à 2, le couple, le travail et l'égalité » aux éditions du Rocher et donne des pistes pour trouver ce bon équilibre. Nous tenterons aussi de comprendre concrètement comment l'entreprise peut accompagner l'accomplissement professionnel et personnel avec une DRH. Nos 2 invités sont donc aujourd'hui Antoine de Gabrielli, expert sur l'égalité dans le monde du travail et donc auteur du livre dont je viens de parler, S'émanciper à 2, le couple, le travail et l'égalité. Bonjour Antoine de Gabrielli. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Olga Damiron nous accompagne également, DRH chez Ventiva. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les 2 d'être là. Antoine de Gabrielli, vous revenez d'abord dans votre livre sur l'évolution de cet équilibre famille-travail. On passe, alors c'est vrai, d'une société dans laquelle il était un peu normal de faciliter la carrière de l'homme à une société beaucoup plus égalitaire, il faut le dire aujourd'hui, et c'est heureux d'ailleurs. Pensez-vous que c'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question de l'équilibre, parce que la question ne se pose pas depuis si longtemps que ça, finalement? Elle se pose même depuis assez peu de temps, depuis en gros 20-30 ans. Oui. Jusqu'à la révolution industrielle, les couples travaillaient ensemble. En fait, l'entité économique de base, c'était pas l'individu, c'était le couple. Oui. Ça a commencé à changer à partir de la révolution industrielle dans les classes populaires. Et puis ça a changé franchement dans les classes moyennes et la bourgeoisie à partir des années 70. On est aujourd'hui à un moment où, dans les jeunes couples en tout cas, quasiment tous les jeunes couples, dans tous les jeunes couples, les 2 conjoints travaillent. Et cette situation, elle est nouvelle. Elle est radicalement nouvelle. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a pas peut-être suffisamment pensé jusqu'ici. Notamment... Les 2 couples travaillent, Antoine de Gabrielli, oui. mais est-ce que la question, elle se pose pareil pour les 2 sexes? Moi, c'est une question que
que je me pose. Est-ce qu'elle ne se pose pas encore, de toute façon, un peu plus du côté des femmes? Si, bien sûr. En fait, ce qui est problématique aujourd'hui, c'est ce qui est très problématique, le cœur du problème, en fait, des inégalités entre hommes et femmes, c'est la situation des mères de famille au travail. Les mères, en gros, il faut retenir ce chiffre qui est clé, c'est qu'elles assument aujourd'hui 70% des responsabilités familiales, et ce chiffre évolue très peu. Ça veut dire que quand elles sont au travail avec leurs collègues hommes, elles disposent de moins de temps sur le lieu de travail, nécessairement si elles veulent assumer leurs responsabilités familiales. Et on le voit très bien dans les chiffres, les mères en moyenne passent 1 heure de moins par jour que les pères de famille sur le lieu de travail. Alors ça ne veut pas dire qu'elles travaillent moins. On peut faire un travail plus concentré, moins de pauses, moins de temps, etc. Mais voilà, pour arriver à faire le même travail dans le même temps, c'est plus difficile, c'est plus stressant, c'est plus compliqué, les moindres désorganisations posent des problèmes, et donc un certain nombre de femmes, effectivement, se retrouvent finalement pénalisées. Olga Demiron, je vous voyais réagir à ça. La question ne se pose pas exactement de la même manière du côté des femmes et de l'homme, et il est difficile aujourd'hui de trouver cet équilibre-là, sachant, je le disais, que la question se pose depuis pas si longtemps que ça, finalement. Oui, c'est vrai que c'est un équilibre qui est assez difficile à trouver. Et en fait, si on réfléchit, en fait, les hommes, ils se sont émancipés grâce au travail depuis plus longtemps que les femmes. Ouais. On va dire ça comme ça, au moins dans les entreprises de taille moyenne et plus grande. Et ils ont sacrifié, naturellement, sans même se poser la question, le temps du couple et le temps de la famille au travail. Aujourd'hui, les femmes, elles ont gagné ce droit à l'émancipation, et on voit qu'aujourd'hui, c'est plus tellement le sujet de pouvoir y accéder. Et elles ont accéléré ce sacrifice quelque part pour arriver plus vite à ces responsabilités qu'avaient les hommes. Donc, elles ont sacrifié plus. Et aujourd'hui, vous avez les sacrifices de l'homme qui s'additionnent aux sacrifices de la femme. Et à titre personnel, j'ai sacrifié, mais j'ai gagné l'émancipation au travail qui m'a permis de récupérer des heures sur le ménage. Wow. Donc j'ai au moins gagné ça, mais ce qu'Antoine de Gabrielli disait, ce qui est quand même fou, c'est que l'ampleur des concessions que devraient faire les hommes aujourd'hui pour équilibrer la situation, elle est quand même énorme. 70% des responsabilités familiales incombent encore, c'est encore la charge de la femme. Pour trouver ce bon équilibre, il faut encore travailler. Oui, il faut encore travailler, et c'est là où l'entreprise aussi a un rôle à jouer. Chez Ventiva, donc en fait, nous, on est dans la conception et la fabrication de systèmes d'accès à Internet haut débit dans les maisons et CD Blu-ray. Et en fait, aujourd'hui, il y a à peu près 41% de femmes dans l'entreprise, ce qui est relativement bon. Et on a aussi un écart homme-femme en termes de salaire qui est, d'après notre dernière étude, de 1%. Donc, ce n'est pas tellement le sujet. Aujourd'hui, c'est plus comment est-ce qu'on autorise les hommes à repenser leur temps au travail et donc à s'autoriser à passer plus de temps à la maison. Et comment on rééquilibre ça? Et en fait, l'émancipation du travail des hommes et des femmes, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et comment est-ce qu'on les autorise à redistribuer ce temps-là dans leur couple, en fait? Vous travaillez, Antoine de Gabrielli, là-dessus, justement, sur cette répartition des tâches dans le couple. Voilà, vous nous donnez quelques pistes. Comment peuvent faire les hommes pour prendre un peu cette charge aujourd'hui? Alors, il faut déjà, effectivement, qu'ils puissent imposer leurs besoins familiaux dans leur travail. Et qu'ils soient reconnus. Puisque tant que les hommes n'investiront pas un peu plus, conséquemment plus le temps privé, les mères ne pourront pas investir conséquemment plus le temps professionnel. Alors, quelle solution? D'abord, en parler en couple, poser le sujet et se rendre compte que quand l'un surtravaille, je dirais, l'autre surtravaille rémunéré, l'autre sous-travaille rémunéré. C'est-à-dire qu'en fait, l'un va obliger l'autre à prendre une part trop grande, finalement, des responsabilités familiales. Donc cette question de la rémunération, elle est donc importante encore. Celui qui travaille avec un plus gros salaire... Alors, elle est toujours importante. Ouais. Les couples sont rationnels. Dans 3 quarts des couples aujourd'hui en France, c'est toujours le conjoint homme qui gagne le plus. Bon. Et donc le couple, en fait, réorganise son temps, souvent en fonction du plus haut salaire. Alors c'est en train de changer. On a à peu près 50% des couples où la différence est encore au profit des hommes, mais elle est devenue beaucoup plus faible. Et surtout, la part des femmes qui gagnent plus que leur conjoint monte rapidement. On va dans les 5 à 10 ans, comme aux États-Unis, vers 40% de femmes qui gagnent plus que leur conjoint. Quand cette différence de salaire se pose, en fait, les couples reconstruisent en fait, leur organisation en fonction du plus haut salaire.
Olga Damiro, moi je la trouve intéressante, la question qu'abordait Antoine de Gabrielli sur justement cette stigmatisation peut-être des hommes aussi dans les entreprises. C'est-à-dire il faut oser, quand on est un homme, aller discuter avec sa DRH et lui dire moi je veux passer plus de temps en famille. C'est-à-dire qu'il y a un travail de la femme, il y a aussi un travail chez l'homme à faire et l'entreprise doit accueillir aussi cette parole de l'homme. Oui, c'est très vrai. Alors c'est vrai que les nouvelles générations sont beaucoup moins ont beaucoup moins peur de ce genre de discours. Et aujourd'hui, même dans les réunions qu'on a avec eux ou dans les entretiens de recrutement, c'est des questions qui se posent relativement rapidement. Vous avez des hommes qui vous demandent, écoutez, est-ce que vous avez des places en crèche ? C'est une demande qui vient même des hommes aujourd'hui et qu'on n'aurait jamais vu il y a 10 ans, par exemple. Et après, sur la notion du congé parental, sur les choses comme ça, il y a beaucoup plus de liberté, on va dire. Mais par contre, je pense que ce qui est toujours un frein, c'est en fonction, l'entreprise on a un sujet d'urgence et d'immédiateté. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment discipliné pour dire en fait aux salariés, aux femmes, écoutez, vous n'êtes pas obligé de travailler le soir, vous n'êtes pas obligé de travailler le week-end, même si on a tous l'espèce de petit gadget sur l'email, attention, cet email ne doit être envoyé qu'à des heures de travail, gna gna gna. On sait très bien que dans la réalité, c'est pas toujours ça. Et donc, il faut que l'entreprise s'auto-éduque, s'auto-discipline pour enlever cette notion d'urgence et d'immédiateté. Et je pense que cette notion du temps, il faut la retravailler complètement avec les salariés et avec l'entreprise pour la performance globale, bien entendu. Est-ce que vous avez des outils un peu concrets que vous mettez en place chez vous, chez Ventiva, des process, presque des process, quoi. Ils sont là et ça marche un peu pareil pour tout le monde. Alors d'abord, il n'y a pas de différence, les process, c'est valable pour tout le monde. Ce qu'on fait extrêmement attention, c'est quand il y a des promotions à faire, quand il y a des accès à des temps partiels. On essaye d'avoir un œil tout à fait équilibré, non seulement entre les hommes et les femmes, parce que ça va bien au-delà de ça, c'est les familles monoparentales, c'est les gens qui ont plusieurs enfants, et à un moment donné, on sait très bien que le degré de complexité de ce qu'on a à gérer à la maison, il doit entrer en ligne de compte dans les enjeux et dans les affectations pour les projets. Quand vous avez des gens que vous choisissez pour des projets, bien entendu, la compétence et la performance, c'est la première clé, mais aussi c'est leur disponibilité et on doit adapter la charge de travail à cette disponibilité-là. Et on sait que ça les rendra plus performants et donc l'entreprise. Il y a le couple et il y a l'enfant aussi. C'est vrai que l'arrivée d'un enfant dans le couple change évidemment la charge, la charge mentale, la charge de travail, évidemment, cet équilibre vie pro, vie perso, ça vous en parlez dans votre livre. Alors, ce qu'on voit effectivement, c'est que l'arrivée du premier enfant ne change pas dramatiquement les choses. Voilà, il y a déjà des différences qui apparaissent dans les couples, mais pas tant que ça finalement. Mais ça bascule au deuxième enfant et encore plus au troisième enfant. C'est là où en fait une économie familiale se met en place. C'est là où on bute sur des temps incompressibles et c'est là où on voit que majoritairement, en fait, au deuxième enfant, vous avez 40% des femmes qui ont un changement professionnel pour s'adapter et 60% au troisième enfant. Donc c'est massif. Pour les hommes, ça reste à peu près stable, ça reste à 15%. Donc finalement, c'est l'arrivée d'enfants. En fait, c'est la maternité, c'est la maternité et la paternité, mais surtout la maternité, effectivement, qui va créer une tension entre vie privée et vie professionnelle. Et cette tension, elle est avant tout, aujourd'hui, encore assumée par les mères. On n'en a pas parlé, Antoine de Gabrielli, mais le fil conducteur dans l'impression de vos livres, c'est un peu sauver ce couple aussi. C'est important de le sauver, son couple. Voilà, est-ce que... Quel tips vous donnez, voilà, quels sont, je sais pas, quels sont selon vous, selon ce que vous avez étudié, les sources principales de conflits? Moi, je disais en préambule de cette émission, elles peuvent être nombreuses, les horaires, des conflits de valeurs, est-ce qu'on comprend véritablement ce que fait l'autre, quel métier il fait, voilà. C'est quoi les questions qu'on se pose au sein d'un couple sur le travail et cette répartition? En fait, c'est comment pouvoir être engagé dans ma vie professionnelle et répondre à mes enjeux de vie privée sans que l'autre ne me contraigne en fait à des choix subis, qu'on soit homme ou femme. Si mon conjoint travaille trop, moi je ne peux pas travailler suffisamment parce que je suis de fait contraint d'assumer les responsabilités familiales à un niveau trop grand par rapport à ce que je souhaiterais. Donc il y a de fait ce qui est très caractéristique aujourd'hui, c'est que se met en place de fait une certaine compétition qui peut devenir une confrontation dans le couple. Oui. Et c'est ça qui peut arriver. Alors, il y a 1000 raisons pour lesquelles un couple peut se séparer, sur lesquelles ces sujets-là n'entrent pas en compte. Mais on peut néanmoins dire que ce sujet de la répartition du travail dans les couples
en fait, est un facteur aggravant de bien des difficultés de couple. Hein, et où je crois que c'est important d'en prendre conscience, c'est que je pense que le couple est resté jusqu'à présent dans un angle mort, finalement, des politiques d'égalité. On ne pense pas couple. Or, c'est très important d'y penser. Vous citiez, Olga, effectivement, les collaborateurs qu'il fallait laisser partir suffisamment en fonction de leurs enjeux de vie privée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces collaborateurs, hommes ou femmes, ils sont très majoritairement membres d'un couple. Ça veut dire que quand vous vous réjouissez, et il y a beaucoup de domaines où on se réjouit de cela, qu'un de ces collaborateurs termine à 21h le soir, c'est peut-être bon pour votre entreprise, ou pour votre administration, pour votre ONG, mais c'est mauvais parce que, en fait, vous êtes de fait un acteur des inégalités parce que l'autre membre du couple, ailleurs, dans un autre travail, dans une autre entreprise, dans une autre administration, termine trop tôt par rapport à ses enjeux professionnels à soi. Donc il faut concevoir la problématique de l'égalité dans son environnement professionnel, mais aussi se rendre compte qu'on est un acteur par capillarité des couples de tous les environnements professionnels. Elle entre en jeu, cette notion de couple, Olga Damiron? Oui, elle entre en jeu, et puis je vais même donner une dimension supplémentaire au couple. C'est le couple dans la famille. Nous, on a une problématique qu'on regarde beaucoup, c'est les aidants. Bien sûr. Donc effectivement, vous avez le couple, mais vous avez le couple quand on voit les seniorités de nos populations qui ne s'arrangent pas, vous avez aussi cette dimension-là de je suis un couple, mais je dois être aussi à l'écoute de ma famille, des gens que je dois aider, qui sont dans la maladie, etc. Peut-être une belle-mère qui est malade. Voilà, tout à fait. Et tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et ça donne une pression supplémentaire. Donc ça, c'est des choses où effectivement, dans toutes les formations qu'on fait pour les managers, mais aussi les collaborateurs, c'est vraiment l'environnement bienveillant. Il faut pouvoir écouter, il faut pouvoir comprendre. Évidemment, si vous avez un salarié qui vous dit que sa grand-mère est malade et est morte 3 fois dans le mois, c'est pas possible. Mais on doit être... Ça devient excessif. Ça devient excessif, mais on doit être à l'écoute de ce genre de choses parce qu'un bon manager, c'est celui qui connaît ses salariés et qui connaît ses équipes et qui sait sur quel levier il peut appuyer pour avoir de la motivation, mais il doit rendre aussi. Il est responsable aussi, il doit rendre, il doit donner autant qu'il reçoit. Olga Damiron, il nous reste juste quelques secondes. J'aimerais vous entendre tous les deux très rapidement. On a déjà un tout petit peu parlé. Pour terminer sur une note positive, vous en parliez tout à l'heure, les nouvelles générations, la génération Z, mais pas que. Enfin voilà, les nouvelles générations, c'est peut-être celles qui finiront par réussir à sauver cet équilibre vie pro, vie perso. Olga Damiron. Oui, je pense que c'est ceux qui se posent la question le plus tôt et d'une manière honnêtement très mature finalement. Ils se posent la question à la fois du couple, de l'environnement associatif parce qu'ils ont envie de s'engager dans la cité, dans la communauté, le sens, on voit ça dans toutes les réflexions autour de l'écologie. Les jeunes d'aujourd'hui veulent aussi choisir dans quelle entreprise ils veulent travailler et pourquoi. Et aussi ce couple-là aujourd'hui, vous avez cet homme et ces femmes ou ce couple quel qu'il soit, qui a envie d'avoir du temps pour soi, il faut qu'ils se posent la question ensemble, qu'est-ce qu'il veut faire de ce temps-là. Et aujourd'hui, je trouve que les jeunes, au moins, s'arrêtent et se posent la question, ce qui est déjà extraordinaire. Antoine de Gabrielli, en 10 secondes, vous êtes plutôt optimiste sur cette jeunesse? Oui, alors je ne sais pas si c'est elle qui va changer, en tout cas par sa propre volonté. Ce que je sais, c'est que les contraintes les pires dans les couples aujourd'hui, entre travail et vie privée, sont dans ces jeunes couples. Et donc, c'est eux qui vont mettre la pression dans le monde du travail pour que le monde du travail change. On verra s'il change ou pas. Mais en tout cas, ils sont vraiment au fond parce qu'ils n'ont pas le choix de l'être. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Job aujourd'hui. Antoine de Gabrielli, je rappelle, vous êtes l'auteur du livre S'émanciper à deux, le couple, le travail et l'égalité. Olga Damiron, DRH chez Ventiva, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On passe tout de suite à Fenêtre sur l'emploi. Tout salarié mérite d'être accompagné au cours de sa carrière, même les travailleurs à domicile. C'est l'ambition d'Hyperia, la plateforme de professionnalisation du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Nous en parlons avec Nadège Turco, la directrice déléguée d'Hyperia. Bonjour Nadège Turco. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Les travailleurs à domicile, je le disais en préambule de cette émission tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas un peu les oubliés des révolutions récentes du marché du travail ? Alors, je ne sais pas s'ils sont oubliés. En tout cas, ils sont 1 300 000 personnes en France, ce qui est largement pas négligeable à l'échelle économique. Et surtout, ce sont
sans doute des personnes qui sont effectivement invisibles au sein des domiciles. Donc c'est ça qui va faire en sorte que l'on pense qu'ils sont oubliés, mais ils sont heureusement pas oubliés, puisqu'il y a des personnes qui s'occupent d'elles. On en fait partie, on n'est pas les seuls. Il y a un secteur entier aujourd'hui qui est autour d'elles. Mais c'est vrai que bien souvent, lorsque l'on a des réformes, lorsque l'on a un certain nombre de lois qui peuvent tomber, on oublie de penser à cette modalité un peu particulière d'emploi, puisque j'ai dit 1 300 000, mais en fait il y a 3 300 000 employeurs à côté. C'est pas très intuitif de se dire que finalement on a plus d'employeurs que de salariés qui viennent dans des domiciles embaucher ces salariés. Quelles sont les principales difficultés, vous diriez, aujourd'hui rencontrées par ces travailleurs ? Alors, je sais pas si ce sont des difficultés en soi. Je pense que clairement, ce sont des personnes qui aujourd'hui participent à l'activité économique. Ce sont des métiers du lien, ce sont des métiers de l'humain, on le dit très clairement. Ce sont d'ailleurs des métiers qui sont choisis pour ça. Et aussi, les particuliers employeurs choisissent d'être particuliers employeurs pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ils créent un lien très fort entre leurs salariés et eux-mêmes et leurs besoins, que ça soit pour l'enfance, que ça soit pour l'entretien de leur cadre de vie ou que ça soit pour la partie dépendance. Mais il y a quand même des problématiques, je ne sais pas, d'isolement, ne serait-ce que d'isolement. D'isolement, alors de fait, effectivement, par contre, on va se retrouver à un moment ou à un autre avec des personnes qui, alors vous connaissez les journalistes, moi je connais a priori des directeurs. C'est vrai que rarement ces personnes-là connaissent des personnes qui sont dans les mêmes emplois qu'elles. Les particuliers employeurs n'ont pas toujours conscience non plus d'être particuliers employeurs. Ils sont salariés, parfois même de leurs propres entreprises avec des DRH. Donc, effectivement, la relation de travail va être particulière. On parle, nous, souvent d'une espèce de management partagé entre les salariés et les particuliers employeurs. Ils s'entraident, finalement, les uns les autres. Et c'est vrai qu'ils ont besoin, à un moment ou à un autre, qu'il y ait des personnes à côté, comme nous, évidemment, qui les accompagnons. Alors nous, sur la partie professionnalisation. Voilà, alors expliquez-nous comment fonctionne votre service, qui en bénéficie aujourd'hui, voilà, de quoi il s'agit. Alors, nous, on a 30 ans. Je parais très jeune, là, comme ça, en le disant, mais pas moi, mais en tout cas, Hyperia a 30 ans. Ça fait 30 ans, en fait, que l'on a été positionné par des partenaires sociaux, puisqu'on travaille avec une branche professionnelle, des syndicats d'un côté, des représentants d'employeurs de l'autre, qui se sont dit, il y a 30 ans, mais en fait, ça n'est pas possible, on ne peut pas être avec des métiers, dans des domiciles et continuer à penser que ce sont finalement des activités innées. Alors vous êtes une femme, je suis une femme, on est né avec un bébé, un balai, et puis c'est génial, on peut aller dans un domicile. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas de l'inné, c'est vraiment des acquis professionnels, des métiers avec des compétences. Et donc là, il y a eu un véritable souhait politique et après ensuite opérationnel avec nous de se dire on va formaliser une offre d'accompagnement complète à la professionnalisation. Ça va commencer par de la certification, la reconnaissance des compétences, des diplômes. Tout simplement, le premier diplôme en France pour les salariés du secteur, c'était en 95 et sur un métier très particulier qui est l'employé familial, donc c'est-à-dire la personne qui entretient le cadre de vie. Et ça, c'est pas complètement anodin non plus. C'est une branche qui décide en fait de dire on va pas aller juste dans la formation, on va aller dans le fait de reconnaître leurs compétences. Pourquoi ? Parce que des femmes, beaucoup, essentiellement, on est à plus de 90% de femmes dans le secteur, pas diplômées ou très très peu diplômées, c'est-à-dire des personnes qui ont été en rupture à un moment avec le système scolaire et donc la volonté de leur redonner finalement cette visibilité sociale. Reconnaissance des compétences, peut-être aussi évolution de carrière, c'est des gens qui vont être amenés à évoluer en 10 secondes. En 30 ans, oui, de fait, quand on commence à parler de certification notamment, on va commencer à se poser la question de la filière, donc de la filière de professionnalisation et de se dire, est-ce qu'on est là pour rester toute une vie dans ce secteur-là, dans un métier où on peut évoluer? Non, on peut évoluer, il y a des aires de mobilité qui existent et donc on a créé évidemment tout ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir évoluer au sein du secteur. Merci beaucoup Nadège Turco d'être venue nous parler d'Hyperia. Je rappelle, vous en êtes sa directrice déléguée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Job. À très vite. Ciao. Merci.